Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, on vous entend. D'accord, très bien. Alors, on s'était raté la dernière fois sur l'exemple, si vous vous rappelez. Donc, l'exemple euh, avec lequel on va commencer, notre première analyse. Je reviens vers l'énoncé pour vous rappeler l'exemple. Ensuite, on va voir la solution ensemble. Donc, soit le problème, trier un ensemble d'un nombre entier n supérieur à 1. Une solution pourrait être rechercher le minimum parmi les entiers non triés et le placer comme successeur de la succession triée. Donc, cette expression ne constitue pas un algorithme. Pour résoudre le problème, proposer un algorithme. Donc, on cherche à effectuer plutôt un tri en se basant sur la recherche du minimum. Donc, le premier minimum sera placé à la première position, le deuxième minimum à la deuxième position, jusqu'à ce qu'on puisse terminer toutes les positions du tableau et de cette manière, le tableau sera trié. Donc, c'est le principe. Donc, avec ce slide, on a vu ensemble le principe. Donc, on va voir l'algorithme et ensuite, on effectuera notre première analyse ou notre analyse à travers l'algorithme. D'accord? Donc, je passe à l'algorithme. Alors, l'algorithme, il est ici. Est-ce que vous voyez le partage? D'accord, très bien. Alors, on va voir d'abord l'algorithme. Donc, on va lire l'algorithme ensemble. Ne vous intéressez pas encore à tout ce qui est en rouge. Donc, on va le reconstituer ensemble. Je vous explique les règles à suivre pour l'analyse. Ensuite, on va faire l'analyse proprement dit. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce que vous avez ici? Donc, vous avez un tableau d'entiers. Donc, dans la déclaration de variables, vous avez un tableau d'entiers. Vous avez également les variables intermédiaires, I et J, c'est les indices. Position du minimum pour qu'on puisse retenir la position du minimum et effectuer la permutation une fois le minimum déterminé. X, un temporaire pour effectuer la permutation. Et N, la donnée du problème, c'est-à-dire la dimension du tableau. La première étape, ici, c'est la lecture du tableau. Donc, on n'a pas lu la dimension, on a supposé que c'était une information connue au préalable. Mais on peut rajouter ici l'information relative à la lecture de la dimension. Donc, on lit la dimension. Pour i allant de 1 jusqu'à n, on va effectuer la lecture des éléments. Alors, pour qu'on soit d'accord pour les indices des boucles dès maintenant, et pour faire simple et pour essayer de s'échapper le maximum possible des langages de programmation,
on va supposer que le premier élément de n'importe quelle structure de données se trouve à la position 1 et que le dernier élément de la structure de données se trouve à la position n. Donc c'est pour ça que vous voyez ici, la boucle elle fonctionne pour i allant de 1 jusqu'à n. Donc on va lire les éléments T de i. Ensuite, vous avez le processus de tri ou les instructions relatives au tri. À partir de la position 1 jusqu'à la position n-1, on va rechercher les minimums. On initialise la position du minimum à la position actuelle et on va partir à la comparaison des éléments restants 2 à 2 pour déterminer le minimum. C'est ça le principe qu'on a vu dans l'énoncé. Donc, à partir de la position i plus 1 jusqu'à n, on va vérifier ou on va comparer l'élément courant avec l'élément qu'on a précédemment désigné comme étant un minimum, ou l'élément se trouvant à la position du minimum. Si T2G est inférieur à T de pose min, on va mettre pose min reçoit G, c'est-à-dire on a une nouvelle valeur qui peut être considérée le minimum et on retient uniquement sa position. Alors, on aurait pu effectuer des permutations au fur et à mesure. On aurait pu également retenir et la valeur et la position. Mais là, on a essayé de faire au plus simple. À la fin de la boucle de recherche du minimum, on effectue simplement la permutation. On permute l'élément se trouvant à la position T de I, c'est-à-dire la position dans laquelle devra se trouver le minimum, avec la position à laquelle se trouve actuellement donc X reçoit T de I, T de I reçoit contenu dans le temporaire. Il n'y a pas d'erreur. Prenez ce qu'on effectue. Est-ce que du point de vue condition d'arrêt, on est OK? Est-ce que le résultat obtenu ou le résultat qu'on est censé obtenir à travers cet algorithme correspond bien au résultat attendu? Est-ce qu'on n'a pas introduit d'incohérence? Donc, c'est les premières questions qu'on se pose lorsqu'on commence l'analyse. Une fois que notre algorithme est OK par rapport à ces points, on passe à l'analyse de la complexité. Alors, pour déterminer la complexité d'un algorithme, on a besoin de suivre les étapes qui sont citées ici. Je vais vous expliquer l'étape au fur et à mesure.
D'accord? Donc, dans les règles d'analyse, on va voir pour chaque composante d'un algorithme comment on va la comptabiliser de manière temporelle, c'est-à-dire comment on va estimer le coût temporel de chaque composante d'un algorithme. Si vous vous rappelez bien, on a vu au tout début du module, au tout début des cours, les 4 composantes d'un algorithme. On peut avoir soit des instructions élémentaires, soit des instructions conditionnelles, ou bien des actions répétées, ou bien des appels vers des procédures et des fonctions. Donc, c'est à travers ou c'est avec ces 4 composantes euh, qu'on peut écrire ou qu'on va construire nos algorithmes. D'accord? Donc, s'il s'agit d'une instruction élémentaire de type lecture, écriture, affectation, opération arithmétique ou bien opération logique, on vous dit dans les règles de l'analyse qu'il lui correspond une unité de temps. C'est aussi la raison pour laquelle on vous dit que vos algorithmes ou les algorithmes qui doivent être analysés doivent être écrits avec les instructions les plus élémentaires possibles pour qu'on puisse avoir une analyse ou une évaluation qui se rapproche le plus possible de la réalité ou qui correspond à la réalité. Donc, une instruction élémentaire lui correspond une unité de temps. Lorsqu'on arrive aux instructions conditionnelles, on a plusieurs catégories d'instructions conditionnelles. Déjà, on peut avoir une instruction conditionnelle du type si, alors, sinon, fancy, ou bien une instruction conditionnelle de type CAVO. On peut avoir des instructions si, alors, sinon qui sont imbriquées, comme on peut également avoir des instructions CAVO qui sont imbriquées. Donc, on verra comment on évalue le cas simple et on verra également comment on va évaluer le cas imbriqué. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. D'accord. Lorsqu'il s'agit d'instructions conditionnelles de type si, alors, sinon, au moment de dérouler ou bien au moment d'exécuter, on se branche soit sur le bloc alors, soit sur le bloc sinon. On n'aura jamais l'occasion d'exécuter les deux. On n'aura jamais l'occasion de passer par les deux. C'est ça l'intérêt d'une instruction conditionnelle. Donc, dans l'évaluation, comment on va comptabiliser? On va tenir compte du bloc alors à part et on va tenir compte du bloc sinon à part. On va comptabiliser les unités, les instructions élémentaires du bloc alors à part et les instructions élémentaires du bloc sinon à part. Ensuite, on va considérer le maximum des deux blocs. D'accord? Donc, vous avez ici l'expression maximum de la somme des unités du bloc alors et le maximum de la somme des unités du bloc sinon. Sans oublier de comptabiliser, bien sûr, l'évaluation de la condition du si. Donc, c'est la condition plus le maximum entre les deux blocs, soit alors ou bien le sinon. Lorsqu'il s'agit d'une instruction conditionnelle, mais cette fois-ci, elle est imbriquée, c'est-à-dire j'ai une autre condition au niveau du alors ou bien d'autres conditions. Bien sûr, oui, je vais répéter. Alors, lorsque vous avez une instruction conditionnelle du type si, alors, sinon, fancy, j'ai des instructions élémentaires dans le bloc alors, j'ai des instructions élémentaires dans le bloc sinon. Comment je vais comptabiliser cette instruction conditionnelle? Je vais traiter chaque bloc à part, chaque bloc séparément. Je considère le bloc alors à part, je comptabilise le nombre d'unités de temps. Je considère le bloc sinon à part et je comptabilise le nombre d'unités de temps.
toute l'instruction conditionnelle, comment elle sera évaluée? Elle sera évaluée de la manière suivante. C'est le coût de la condition, de l'évaluation de la condition, plus le maximum entre la somme des unités du bloc alors et la somme des unités du bloc sinon. C'est l'un ou l'autre, pas les deux. On ne va pas sommer. On va calculer le maximum. Est-ce que c'est compris? D'accord? Maintenant, si à l'intérieur du bloc alors, j'ai d'autres instructions conditionnelles, ou bien à l'intérieur du bloc sinon, j'ai d'autres instructions conditionnelles. À ce moment-là, je ne peux pas procéder de cette manière directement. Alors ici, est-ce que dans tous les cas ou bien dans le pire cas? Dans tous les cas. Ça dépend de la condition, mais dans tous les cas. Ça dépend des conditions qui est évaluée. C'est la condition qui va nous dire est-ce qu'on est en situation du pire cas ou bien du meilleur cas. Mais de manière générale, lorsqu'on effectue l'analyse, on tient compte toujours du maximum entre les deux. Alors, lorsqu'il s'agit d'instructions conditionnelles imbriquées, on ne va pas commencer de la première instruction conditionnelle, mais on va commencer à partir de l'instruction conditionnelle la plus profonde. C'est-à-dire, on analyse les branchements qu'on a dans notre conditionnel et on cible l'instruction conditionnelle la plus profonde. Et on commence par cette instruction conditionnelle. Au niveau de cette instruction conditionnelle, on procède comme je viens de l'expliquer et on remonte de proche en proche jusqu'à ce qu'on puisse cerner toute jusqu'à ce qu'on puisse cerner toute l'instruction conditionnelle qui est imbriquée. Donc, ce n'est pas le maximum des sommes, ce n'est pas la somme des maximums, ce n'est pas le maximum des alors ou bien le maximum des sinon. On procède ici étape par étape. Je localise l'instruction conditionnelle la plus profonde, je l'estime, je la comptabilise. Ensuite, je prends cette instruction conditionnelle, puisqu'elle est entièrement évaluée. C'est comme si je vais la fermer, je la remplace par son coût et je remonte progressivement jusqu'à ce que je puisse considérer toute cette partie conditionnelle. Est-ce que vous avez compris ici? D'accord. De toute manière, toutes ces règles-là, on va les mettre en pratique avec des exemples. Mais j'ai préféré les noter comme ça, noir sur blanc, pour que vous puissiez avoir un référentiel auquel revenir au moment de vos analyses. D'accord? C'est une sorte d'algorithme de l'analyse, des algorithmes. Alors, lorsqu'il s'agit maintenant d'instructions conditionnelles de type caveau, alors dans le caveau, vous avez une seule condition, plusieurs valeurs possibles. Et éventuellement un bloc default, ou un bloc par défaut, ou un bloc autrement. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais le principe est le même. Donc, vous avez une seule condition et vous avez plusieurs blocs vaux, ça dépend les valeurs. Là aussi, on va considérer chaque bloc à part. On va l'estimer et on retient le maximum de tous les blocs pour chaque valeur, y compris le bloc default. C'est OK?
Donc, dans la version simple du caveau, c'est le maximum par rapport à chaque bloc vaut, plus le bloc de sans oublier de considérer le bloc default aussi. Si vous avez une instruction conditionnelle de type caveau qui est imbriquée, on procède de la même manière pour les scies imbriqués, du plus profond vers l'extérieur. Et on comptabilise de cette manière les unités de temps. Est-ce que c'est compris jusqu'à maintenant? Donc, on est juste avec les règles d'analyse. Alors, la troisième composante des algorithmes, c'est les boucles. D'accord? Et dans les boucles, il y a une partie, il y a une philosophie commune à toutes les boucles. Il y a des particularités d'une boucle à une autre. Alors, une boucle, c'est quoi? C'est un traitement en commun qu'on effectue un certain nombre de fois. C'est-à-dire, c'est un traitement qui se répète un certain nombre de fois. Le traitement, il peut être le même pour chaque itération, comme il peut évoluer ou varier d'une itération à une autre. D'accord? Lorsque le bloc d'instruction de chaque itération est le même en termes d'instruction et en termes de nombre d'unités de temps, le coût de la boucle correspond au nombre d'itérations multiplié par le coût d'une itération. C'est comme ça qu'on comptabilise le coût. On détermine le nombre d'itérations qu'on multiplie par le coût d'une itération. Maintenant, si on constate que le bloc d'instruction diffère d'une itération à une autre, dans ce cas-là, on doit traduire le comportement de la boucle en une série ou une suite mathématique à déterminer et à borner. Donc, cela consiste à sommer le coût de chaque itération. Ça signifie quoi ici? En fonction du traitement qu'on a dans la boucle, lorsqu'on a une boucle, on commence par vérifier les instructions dans le bloc de l'itération, c'est-à-dire entre les mots-clés faire et fait. Si on constate que le traitement, il est le même à chaque itération et on consomme le même nombre d'unités de temps à chaque itération, on utilise la première formule, le nombre d'itérations multiplié par le coût d'une itération, et on a déterminé le coût de cette boucle. Si à l'analyse du code d'une itération, on constate que le bloc d'instruction, il peut différer ou il peut changer d'une itération à une autre, soit parce qu'on a une instruction conditionnelle, soit parce qu'on a une boucle imbriquée et une imbrication conditionnelle. On constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui change ou qui doit changer d'une itération à une autre. Dans ce cas-là, on ne peut pas généraliser avec la formule précédente. Ici, on doit dérouler itération par itération dans le but de déterminer une série ou une suite mathématique, ça dépend de la philosophie de la boucle, qu'il faut déterminer et qu'il faut borner. Comment on va déterminer cette série ou cette suite mathématique? On va tout simplement sommer les coûts de chaque itération. On va dire le coût de l'itération 1 plus le coût de l'itération 2 plus le coût de l'itération 3 jusqu'à la dernière itération. On va
simplifier cette expression pour avoir quelque chose qui ressemble soit à une série, soit à une suite mathématique, parce que vous avez une périodicité derrière dans les itérations, et c'est quelque chose qu'on devra déterminer et qu'on devra borner. Est-ce que vous avez compris la différence entre les deux situations? Est-ce que vous avez compris la différence entre les deux situations ici? D'accord. Bon. Surtout la deuxième, oui, je comprends. Et c'est la deuxième situation qui va nous poser le plus de problèmes, parce qu'il y a plus de choses à faire. Alors, heureusement que dans l'exemple, dans l'algorithme qu'on a, on a les deux exemples en même temps. C'est-à-dire un exemple pour la première situation et un exemple pour la deuxième situation. Donc peut-être qu'à travers l'exemple, ça va mieux passer. D'accord? Donc laissez-moi terminer les règles et on revient. On passe à l'exemple et vous allez peut-être mieux comprendre la différence entre les deux. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à la particularité de chaque boucle. Donc, vous avez des boucles pour, boucle tant que, boucle répétée jusqu'à, et vous avez aussi la boucle faire tant que. Alors, dans la boucle pour, vous avez pour i allant de 1 jusqu'à n, faire un traitement que j'ai remplacé ici par des pointillés fait. Dans la syntaxe de l'instruction pour, vous avez l'instruction de l'initialisation de l'indice en premier, qui doit être comptabilisé. Vous avez l'instruction de vérification de la condition d'arrêt, qui doit aussi être comptabilisée. Vous avez également une instruction implicite qui correspond à l'incrémentation de l'indice. L'incrémentation, elle se fait... non, c'est pas l'incrémentation. C'est l'initialisation, pardon. Ici, c'est l'initialisation. Alors, l'initialisation, elle se fait une seule fois à l'extérieur de la boucle. La vérification de la condition d'arrêt, elle se fait au tout début de chaque itération. L'incrémentation aussi, elle se fait elle aura lieu également à chaque itération vers la fin. Donc, à la sortie de la boucle, une dernière vérification de la condition d'arrêt doit également avoir lieu. Donc, on comptabilise avant d'accéder à la boucle, avant de démarrer la boucle, l'initialisation. Dans la boucle, vous avez le corps de la boucle auquel on va rajouter une première unité de temps qui correspond à la vérification de la condition d'arrêt. Et on doit rajouter également une autre unité de temps qui correspond à l'incrémentation qui est implicite dans la boucle pour. C'est-à-dire, elle se fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin de rajouter l'instruction d'incrémentation. Est-ce que c'est compris?
Oui ou non? D'accord. Dans la boucle tant que, les choses se simplifient un peu. L'initialisation, elle se fait juste avant de la boucle, donc c'est une instruction à part. Et donc, on va la comptabiliser au moment de la trouver, au moment de rencontrer l'instruction. La condition d'arrêt, elle est vérifiée à chaque début d'itération. Et l'incrémentation est une instruction qui est explicite dans le corps de l'itération. Donc, il n'y a pas d'instruction cachée dans une boucle, euh, donc. Là aussi, on doit rajouter la vérification de la dernière vérification de la condition d'arrêt. Une autre boucle possible, c'est le do while ou le faire tant que. C'est équivalent à la boucle répétée jusqu'à. Donc l'initialisation, elle se fait en dehors de la boucle. Donc c'est une instruction à part. La boucle, elle s'exécute au moins une itération avant de pouvoir tester la condition d'arrêt. Et la condition d'arrêt est vérifiée à la fin de chaque itération. Et l'incrémentation est une instruction explicite dans le corps des itérations. Et dans ce type de boucle, on n'a pas besoin de rajouter un test supplémentaire à la fin pour la condition d'arrêt. Est-ce que c'est compris pour la différence entre les boucles? Si vous avez des boucles imbriquées, les boucles imbriquées seront évaluées de la plus interne à la plus externe avec les mêmes règles vues précédemment. Donc, quand vous avez une imbrication, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. La dernière composante possible pour les algorithmes, c'est les actions paramétrées. Alors, c'est soit des actions paramétrées que vous écrivez vous-même, soit des actions paramétrées prédéfinies auxquelles vous faites appel. Donc, l'appel à une action paramétrée est considéré comme une instruction élémentaire. L'appel uniquement, c'est-à-dire l'appel lui correspond une unité de temps. À l'appel, on associe également le corps de l'action correspondante qui sera exécutée au moment de l'appel. Et sur le corps de l'action paramétrée, on applique les mêmes règles qu'un algorithme principal. C'est-à-dire, une procédure ou une fonction peut être constituée d'instructions élémentaires, d'instructions conditionnelles, de boucles, d'actions répétées et peut également être constituée d'autres actions paramétrées ou d'autres appels vers des actions paramétrées. Et donc, on applique le même principe. Donc, au final, une action paramétrée, c'est le coût du code correspondant à l'action plus une unité de temps qui correspond à l'appel. Est-ce que c'est compris pour le moment, pour ces règles d'analyse? Alors, si vous n'avez pas bien cerné les règles, c'est pas grave. On va les mettre en pratique avec les différents exemples et les différentes analyses qu'on va effectuer. Vous n'avez pas de questions pour les règles?
C'est bon pour tout le monde? Très bien. Maintenant, on va passer à l'analyse. D'accord? Alors, une instruction élémentaire lui correspond une unité de temps. Bon, je mettrai ça en commentaire. Donc, une instruction élémentaire lui correspond une unité de temps. Est-ce que vous êtes tous en train de me suivre? Oui ou non? On n'est pas en train de parler de code machine, attention. Je vais pas passer à, je suis pas en train d'analyser un code assembleur. À aucun moment on va analyser un code assembleur. On n'a pas besoin de descendre jusqu'à l'assembleur. Donc, instruction élémentaire, c'est une unité de temps. Lire n, c'est lecture d'une variable simple. Donc, c'est une seule unité de temps. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Non. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. On peut calculer la complexité temporelle sans avoir besoin de passer au code machine. La complexité, elle se calcule au niveau algorithmique et non pas au niveau assembleur. On écrit des algorithmes avec un langage algorithmique basique au moyen d'instructions élémentaires et on comptabilise à base d'instructions élémentaires. On peut même pousser les choses plus loin. Aujourd'hui, on va faire une analyse détaillée, instruction élémentaire par instruction élémentaire. Avec le temps et à travers des exemples, on va constater que ce n'est pas les unités de temps, ce n'est pas une unité de temps près. On va uniquement considérer le bloc qui consomme le plus de temps. Et généralement, le bloc qui consomme du temps, sur le temps d'exécution, c'est les actions répétées et les actions paramétrées. Et on va plutôt s'intéresser à ces étapes-là et non pas les instructions séquentielles qui sont simples, qu'on va estimer à O de 1. D'accord? Donc, à aucun moment, on aura besoin de traduire notre algorithme en code machine pour pouvoir l'analyser. Ce n'est pas notre but. Très bien. Alors, vous avez une première boucle de lecture. Pour i allant de 1 jusqu'à n, faire lire t de i. On a dit, lorsqu'on a une boucle, on commence d'abord par voir le coût de l'itération. On généralise le coût d'itération avec les traitements nécessaires, c'est-à-dire qui viennent avec l'itération. Ensuite, on tient compte du nombre d'itérations, c'est-à-dire on avance étape par étape. Donc, je vais détailler ici. Le coût d'une itération. Le coût d'une itération, c'est combien? Vous avez lire T de I. C'est une lecture simple. C'est une unité de temps. À cette unité de temps, on va rajouter une unité de temps qui concerne, je mettrai entre parenthèses, test de la condition d'arrêt. On a dit au début de chaque itération,
On teste la condition d'arrêt. Est-ce que I est toujours inférieur ou égal à N? Et à la fin de l'itération, puisqu'il s'agit d'une boucle pour, on effectue également l'incrémentation de l'indice. On effectue aussi l'incrémentation. Alors, vous pouvez me dire là aussi, l'incrémentation, c'est 2 unités de temps et non pas une seule unité de temps, parce que vous avez le plus et vous avez l'affectation. Moi, je considère l'incrémentation comme une seule unité de temps. Même si on la considère à 2 unités de temps, ça ne va pas influer par la suite sur l'ordre de complexité, vous allez le voir. Est-ce que vous avez compris ici pour le coup d'une itération? Qu'est-ce qui est n plus 1? Qu'est-ce qui représente n plus 1? Le coût de la boucle tout entière, on n'a pas encore comptabilisé. On a juste comptabilisé le coût d'une itération. Pour savoir est-ce qu'il est le même à chaque itération ou bien il y a un changement. Pour savoir dans quelle catégorie on est. Est-ce qu'on est dans le premier type de boucle dans lequel on peut comptabiliser directement ou bien on est dans la deuxième catégorie de boucle dans laquelle il faut décortiquer itération par itération. Là, on constate que pour chaque itération, je vais effectuer 3 unités de temps à l'intérieur. Donc, je peux déterminer le nombre d'itérations. Alors, pour déterminer le nombre d'itérations, là aussi, il y a une formule qu'on peut utiliser. Il y a une règle qu'on peut appliquer. Alors, pour déterminer je vais déplacer cette... Donc, pour déterminer le nombre d'itérations, on a besoin d'identifier 3 informations. La borne inférieure correspond à la valeur d'initialisation de la boucle. La borne supérieure, elle correspond à la valeur de l'indice à la sortie de la boucle. Et le pas, la valeur d'incrémentation de l'indice. Ou bien la manière avec laquelle l'indice évolue. Si on a ces 3 informations qui sont clairement définies dans notre algorithme, on peut déduire le nombre d'itérations de la manière suivante. Borne supérieure moins la borne divisée par le pas. Si au moins une information parmi ces 3 n'est pas définie dans l'algorithme, on ne peut pas utiliser cette formule. Est-ce que c'est compris? Alors, dans notre cas, la borne supérieure, c'est n plus 1. La borne inférieure, et le tout sera divisé
par 1. Et on obtient comme nombre d'itérations 1. Est-ce que c'est compris jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est compris jusqu'à maintenant? Très bien. Alors, donc, on va résumer tout cela par rapport à notre boucle. Qu'est-ce qu'on a? On a une première unité de temps qui correspond à l'initialisation du i, plus le comportement de la boucle, plus l'unité de temps qui correspond à l'évaluation de la dernière condition d'arrêt pour sortir de la boucle. Le comportement de la boucle, c'est en n itérations. On effectue d'abord le test de la condition d'arrêt, ensuite la lecture des éléments du tableau 1 à 1, ensuite l'incrémentation du i. Au final, on se retrouve avec cette expression 3 fois n plus 2. Est-ce que vous avez compris comment on a procédé? J'ai préféré le faire au détail, pour que vous compreniez comment s'effectue l'analyse. Donc, on a obtenu une équation qui relie le nombre d'unités de temps en fonction de la taille du tableau pour la boucle de la lecture. Donc, la lecture d'un tableau de dimension n nous coûte 3 fois n plus 2 unités de temps. Si, elle est comptabilisée ici, l'initialisation du i. C'est la première unité de temps qui ne dépend pas de n. Vous avez d'abord l'initialisation du i, ensuite le corps de la boucle qui dépend des n itérations, donc c'est pour ça que vous avez n fois 3 unités de temps, plus une unité de temps qui concerne le dernier test de la condition d'arrêt. Est-ce que c'est compris? Ah non, le lire n, il n'est pas comptabilisé ici. Moi, je suis en train de traiter la boucle. Il n'est pas encore traité. Dans cette formule, je suis en train de traiter la boucle uniquement. Le plus 1, il sera comptabilisé à la fin lorsqu'on va tout considérer. On comptabilise au fur et à mesure. Ensuite, on regroupe le tout dans une même expression. Bon, ce que vous avez en bas plus détaillé, à laquelle on arrivera par la suite, Inch'Allah. Donc, chaque partie, elle sera comptabilisée à part, évaluée à part, et au final, on va tout regrouper dans une même équation, dans une même expression. Alors, cette expression ou cette formule qu'on a obtenue ici, le 3n plus 2, mathématiquement parlant, elle correspond à quoi? Alors, mathématiquement parlant, elle correspond à quoi?
C'est l'équation de quelle forme? Oui, équation du premier degré, d'accord. Mais elle représente quoi? Une équation linéaire. C'est une équation linéaire, c'est l'équation d'une droite. Le 3, c'est le degré d'inclinaison. Et le 2, c'est le décalage par rapport à l'origine. Oui ou non? Oui. D'accord. Alors, si on trace cette courbe, imaginez avec moi qu'on ait besoin de tracer cette courbe. Lorsque n tend vers l'infini, cette équation, elle tend vers quelle limite? Vers l'infini. Vers l'infini. D'accord. Limite vers l'infini. Qu'est-ce qui guide la limite vers l'infini? Ici, dans ce cas. Quel terme, quel facteur? C'est le n. C'est pour ça que j'ai représenté à la fin de l'expression, j'ai dit c'est O de n. Ça signifie que c'est une complexité au pire cas qui dépend de n. En fait, la complexité au pire cas, c'est la limite de l'équation qui relie le temps d'exécution aux données du problème lorsque les données du problème sont très grandes, voire infiniment grandes. Donc, mathématiquement parlant, ça se représente par la limite lorsque n tend vers l'infini de cette expression. D'accord? Donc, la limite lorsque n tend vers l'infini de cette expression, il est égal à l'infini, mais il est égal à l'infini à quelle vitesse ou à quelle allure? C'est-à-dire que cette équation, elle va de toute manière aller à l'infini. Mais elle va aller à l'infini avec quelle vitesse, avec quelle allure? Si j'accède à l'infini avec enfin, pas accéder à l'infini, mais si je tends vers l'infini de manière linéaire, ou bien de manière logarithmique, ou bien de manière exponentielle, ou bien de manière de façon parabolique, ça ne s'effectue pas de la même manière. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des courbes qui sont plus rapides que d'autres. Et cette rapidité vers l'infini, c'est ce qui m'intéresse dans l'ordre de complexité. Donc, concrètement, à travers l'analyse, on détermine cette équation. Et une fois qu'on détermine l'équation, on détermine le facteur dominant qui va influer directement sur la limite de cette expression vers l'infini. Alors, mathématiquement parlant, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par un théorème ou une règle que vous avez déjà étudiée au lycée lorsque vous avez un non-déterminisme. Si vous vous rappelez bien, quand vous avez l'infini sur l'infini, comment vous leviez l'indéterminisme? Vous utilisiez quoi? Essayez de vous rappeler. On utilisait des méthodes pour changer la structure de... Oui, mais comment? Quelle méthode vous utilisez? Qu'est-ce que vous faisiez pour calculer la limite? Quand vous avez une fraction, parce que c'est la fraction qui peut poser rapidement le problème, et vous avez l'infini sur l'infini, et vous obtenez une limite qui est indéterminée. Qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez la règle de l'hôpital, théorème d'hôpital, c'est ça. Vous retenez le facteur dominant dans le côté supérieur de la fraction et le facteur dominant dans la partie inférieure. Vous simplifiez entre les facteurs dominants et vous obtenez une limite. C'est comme ça que vous procédiez. Alors, le théorème de l'hôpital, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la limite d'une expression est en fait la limite du facteur dominant dans l'expression ou dans l'équation. Et ce facteur dominant qu'on détermine avec le théorème de l'hôpital, c'est lui-même la complexité au pire cas de l'équation. Est-ce que c'est compris? Madame.
Non, c'est pas la dérivée. Non, c'est pas la dérivée. C'est la limite. On ne parle pas de dérivée. La dérivée de n, c'est 1. On ne parle pas de dérivée ici, on parle de limite. On parle de facteur dominant. D'accord? Donc, la limite vers l'infini, elle est guidée par le facteur dominant et la complexité correspond à ce facteur dominant. Donc, si votre expression correspond à une équation en fonction de n, une équation linéaire par rapport à n, ça signifie que vous avez une complexité qui est linéaire. Comme ici, pour la lecture du tableau, on a obtenu O de n. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? C'est compris, oui ou non? D'accord, très bien. Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin aujourd'hui parce que vous avez une séance juste après. Alors, j'essaierai de programmer à partir de la semaine prochaine des séances plus longues, au moins 1 heure et demie, pour qu'on puisse travailler et avancer convenablement. D'accord? Alors, le TD, en principe, vous avez reçu un email de Madame Massoudé, donc votre assistante de TD, et vous allez commencer les TD aujourd'hui. مدام بونجور. Oui, je vous écoute. Oui, مدام bonjour. دركا حنا عندنا تيدي نورمالمون مورا الكور على 9 و10. درك هي قالت لنا حتى الوحدة تيدي والوحدة نكونوا كملنا، ما على باليش كيف ولي زيتيديون ما سمعوش بكري نصهم على بالهمش. Ne me dites pas que le TD est à 9 heures. Le TD, il est à 9 heures dans le planning présentiel. On لا respecte le مدام عندنا planning. بلان واحد. Là, là, ماشي عندكم planning واحد. Vous avez un planning qui correspond au présentiel. Le planning qui correspond au présentiel fait des séances d'1 heure. Les séances d'1 heure, si on devait faire des séances d'1 heure, لازم لكم عامل باش تكملوا le programme. D'accord? Donc, écoutez-moi. Je me fous de ce que dit le département, parce que si je devais suivre ce que dit le département, on ne pourra jamais terminer le programme. Allez, là. Deuxième, on s'est arrangé avec l'administration et on s'est mis d'accord avec l'administration de respecter le planning proposé en termes de journée présentielle et de journée distancielle. Donc, je ne pourrai jamais et je n'ai pas le droit de vous prendre en séance de cours ou de TD en ligne les journées où vous êtes concernés par le TP. Là, on est d'accord. Maintenant, pour les séances de cours et de TD, par exemple, aujourd'hui, vous avez cours et TD complexité. J'organise ou je programme les séances avec vous selon votre disponibilité et selon ma disponibilité pour avoir des séances de cours d'au moins 1 heure et demie, voire 2 heures, pour qu'on puisse travailler convenablement. Ça sera la même chose aussi pour le TD. Maintenant, ne me dites pas que vous êtes censé terminer à 13 heures ou là au-delà de 13 heures. Elle est libre pour vous prendre à 13 heures, elle va la programmer la séance à 13 heures. En principe, vous êtes concerné par du distanciel et donc vous faites le distance. Pourvu qu'elle ne vous a pas proposé une séance avant 8 heures ou là au-delà de 17 heures. Madame, D'accord. on aura un emploi du temps dynamique. Vous n'aurez pas un emploi du temps dynamique. Vous avez le même emploi du temps que vous respectez en ligne pour toutes les semaines qui se feront en ligne. مدام يبعثوا لنا غير الناس ونخرجوا قالوا لنا نخدموا به. مدام امانه راني هكذا كل البروف من اللي حاب يبدل البروف طايحت له بريزونسيال مع اونلاين راني ظل بدل ما لحقتش الغالب.
كل يوم C'est pas votre travail, hein. C'est pas votre travail. كانوا عطاوني بروغرام قالوا لنا Travail, vous assurez la synchronisation, mais c'est pas votre travail. Comment? C'est pas votre travail de gérer l'emploi du temps. Chaque enseignant vous propose. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Chaque enseignant vous propose des séances. La disponibilité. Anna, des séances en ligne à 8h du matin. Déjà, la séance du cours, je suis en train de la déplacer parce que je ne peux pas l'assurer à 8h du matin. Vous allez, pour la prochaine fois que vous ferez présentiel, à 8h, vous ferez TD pour qu'à 9h10, je puisse vous faire le cours. Je me suis entretenue et je me suis arrangée avec l'assistante de TD. Donc, pour le présentiel, il n'y a pas de problème. L'emploi du temps, il est clair, il est précis parce qu'on est limité par des salles. Mais pour le distanciel, je ne peux pas me limiter à l'emploi du temps que l'administration propose parce qu'il ne me convient pas, tout simplement. Et des séances d'une heure ne me conviennent pas non plus. En une heure, j'ai à peine le temps de faire un exemple. Donc, c'est pour vous que je le dis. Hein. Anna, vis-à-vis de l'administration, je suis tenue de faire une heure. OK, je fais une heure. Mais si je fais une heure, on ne fera même pas le quart du programme. مدام Oui. احنا عندنا البروبليم هذا تاع شاك بروف يمد لي زير تاعو ماشي على حسب لومبلوا دي طون. ما عندناش امبلوا دي طون، راهو ديناميك، شاك فوا يتبدل، شاك فوا لي بروف يزيدو ينقصوا. وفريق حنا عندنا دوطر انغاجمون، كاين اللي راهو يخدم كاين اللي راهو يدير، نحبوا عكسه في Ne me parlez pas de vos engagements, je ne suis pas tenue de me respecter vos engagements. Moi aussi, j'ai d'autres engagements et je n'ai pas besoin d'étaler mes engagements avec vous. Moi, j'ai un planning qui dit que j'ai séance de cours avec vous le jeudi. Je programme ma séance de cours avec vous le jeudi lorsque vous êtes disponible. Alors, j'ai programmé la séance depuis le week-end dernier, j'ai envoyé à votre délégué. Il ne s'est manifesté qu'hier soir. D'accord? Moi, quand j'ai programmé la séance et j'ai proposé le créneau de 10h à midi, je l'ai fait le week-end. J'ai envoyé les invitations à tous les délégués. Et RSD Sécurité et IV, ils se sont tous manifestés pour me dire est-ce qu'ils sont disponibles ou pas disponibles pour effectuer les changements avant que la séance ne se produise. Le vôtre, il ne s'est manifesté qu'hier soir. Et c'est ce matin qui m'a... الامبلوا دو طون تبدل في 7 سيمين عاودوا تبدل ان اوتر Et bien sûr, يتبدل parce que السمانه اللي فاتت قريتو présentiel هاد la semaine راح نقراو en ligne. Donc c'est la première semaine écoutez-moi, c'est la première semaine où vous faites du en ligne avec des cours et des TD en même temps. Donc mais dorénavant, l'emploi du temps, il va se fixer et vous allez devoir le respecter tel qu'il est fait. Moi, je comprends pas le problème. Oui, bien sûr. اليوم كان عندنا كور عندك على 10 دقيقة oui. كان عندنا كور على 10:20 ال 10:20 عندنا ديجا كور ملتي ميديا كيفاش نديرو اليوم ما قريناهاش باسكو خلفتها من قبل بصح نعاودو نقراوها هذا ما تقراوهاش هذا الوقت ملتي ميديا جي بارلي افيك مدام دحمان ملتي ميديا تقراوه باللاندي ماشي بجودي هذاك بروغرام بس كان مازال داكور وقتاش كنا تقراو ملتي ميديا نورمالمون اليوم بلا 10:20 حتى 11:20 لا داكور لا سيمين بروشين وقتاش تقراوها من 10:20 11:20 هذا الوقت D'accord. Là, je vais m'entretenir avec Madame Dahman. On va vous fixer l'emploi du temps, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est pas de votre faute, et c'est pas de ma faute. L'année faite, c'était plus organisé. On avait 2 emplois du temps, si vous vous rappelez. On avait un emploi du temps pour le présentiel et un emploi du temps pour l'en ligne. Et les deux étaient clairement définis, clairement gérés. Cette année, je ne sais pas ce qui se passe. Sincèrement, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, on doit s'organiser pour que les séances se déroulent les plus normalement du monde. D'accord? D'accord, Inch'Allah. Ok. Donc, c'est pas à vous de gérer l'emploi du temps. Là, les enseignants, entre nous, on va s'organiser. On va solliciter le responsable de spécialité pour qu'il fasse l'intermédiaire. Là, on va vous envoyer un emploi du temps propre et clair et défini. Comme ça, vous n'aurez pas de problème pour les prochains. D'accord? Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Maintenant, pour les séances de TP, j'ai malheureusement toujours pas trouvé d'assistant de TP. Peut-être que vous aurez l'occasion de faire TP la semaine prochaine. Du moins, j'espère. Sinon, je devrais vous prendre aussi pour une séance supplémentaire en ligne
pour vous expliquer le TP pour que vous puissiez démarrer en attendant que les assistants se manifestent. Là aussi, c'est une chose que je ne suis pas censée faire, mais je suis obligée de le faire pour que le module puisse fonctionner correctement. D'accord? D'accord, madame. Donc, pour résumer, le jeudi, vous avez complexité et multimédia. D'accord? Vous êtes libre le matin jusqu'à 10h20 et vous êtes libre après 11h20. C'est ça? Oui, madame. D'accord. D'accord, ok. Bon, je vous ferai un email avant le début de semaine prochaine pour finaliser les séances de cours et de TD. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, assistez au TD avec Madame Messoudi, telle qu'elle vous l'a programmé. Au moins, je m'attache la séance. Ensuite, on va s'organiser pour la planification. Comment? On a un cours traitement d'image à 1h, je pense. Vous avez traitement chaque jeudi. Genre, on à 11h20, on est libre حتى الوحدة هذاك le Oui. بعد من الوحدة عندنا le cours تاع traitement d'image. Et avec Madame Saoudi, elle a prévu le TD à midi ou bien à 13h? À midi, je sais pas. Répondez-moi. Délégué. Est-ce qu'il est toujours là? Oui, madame. Madame Saoudi, elle a programmé le TD à quelle heure? À midi ou bien à 13h? دارته على 12. استنى نشوف لي الميكرو. غير 4. 12 غير حتى الوحدة. 12 غير 4 حتى الوحدة. Tel qu'il est défini, est-ce qu'il vous convient? استنى شوف دقيقة. من 12 غير 4 حتى الوحدة وربع. معليش نقدروا نزيدوها. عندنا تي اي موراها نكملوها 12 ونص. Donc c'est bon, ça vous convient tel qu'il est? Ça va, oui. D'accord. Alors, vous m'avez dit vous avez cours jusqu'à 11h20. ما تقدر هي لا حتى 12. Non, cours multimédia jusqu'à 11h20. Oui, madame. D'accord. Donc, la semaine prochaine, si elle décide de vous programmer le TD à 11h30, vous êtes libre. Oui. De 11h30 مليحة, ça va. Jusqu'à midi et demi, par exemple, là, jusqu'à midi 45. Si elle décide de faire 1h15 de TD. D'accord, ça va. Oui. مليحة, ça vous convient mieux? لا خير. وأنا le cours, je vais le démarrer à 9h. Est-ce que ça vous convient? إن شاء الله, oui, madame. شوفي مع مدام دحماني وردي نخبر. Je vais voir avec madame Dahmani, bien sûr. Donc, elle vous prend à 10h20, moi, je vous prends à 9h. Dès que je termine à 9h, vous basculerez sur le cours avec elle. D'accord? D'accord. Bon, c'est pas méchant de toute manière, on va s'organiser, ne vous inquiétez pas pour ça. D'accord, madame, ça va. Blamzia, est-ce que je vous ai envoyé le lien Drive vers les supports? Alors Oui, madame. Je l'ai fait. Je l'ai fait normalement. Je vous ai envoyé un email. ما وصلنيش ليا. ميست قال وصلني. D'accord, je vais le faire tout de suite. Vous aurez tous les supports. Vous avez les TD, les corrigés, les capsules vidéo qu'on a fait l'an dernier parce que j'avais travaillé avec Webex. Il y avait la possibilité d'enregistrer automatiquement. Donc, vous trouverez tout ce qu'il faut. Madame, oui. Pour récapituler, le cours et le TD à complexité, c'est jeudi à 9h, c'est ça? Jeudi à 9h pour le cours et à 11h30 pour le TD. Madame, 11h30 عندنا le قسم taille. Et taille, vous avez à 13h, Otolé. Non, c'est à 11h30. Vous êtes sûr?
Comme tu dis, vous avez court taille à 13h. لا لا 11 Non, ونص. madame. 11 ونص madame. 11 ونص. Attendez. Vous avez cours multimédia jusqu'à 11h20. Oui, Ensuite, vous avez court taille. ايه Jusqu'à quelle heure? وي وي 11h30 حتى ل 12h30 normalement. Telle 2h30. 12h. 12h30, donc midi 30. oui, c'est ça. Donc le TD, elle doit plutôt le décaler vers 13h. وي C'est مدام. ça? D'accord. Il n'y a pas de souci. Et la durée, madame, de chaque type de cours? Comment? La durée. La durée, pour moi, le cours, c'est minimum 1h30. Vous commencez à 9h et finissez à 10h20, c'est ça? 10h20, 10h30. Donc, je vais voir avec Madame Dahman. D'accord. Bon, c'est noté. 9h. Et le TD de 13h à? À 14h30. Forcément. اليوم ومن بعد تولي بلاصة الكور تي اي سمعتني ميميست. Attendez. Lioma, elle a prévu le cours à quelle heure? Parce qu'à côté de l'Iftouhali. تي اي Non, mais c'était le TD, pardon. Madame Saoudi, elle a prévu le TD à midi. هي مع الاول قالت من 12 لوحدة بصح ما يساعدناش تسمى قولي لها برك ديروا على الوحدة هذا ما كان. Donc, elle doit le faire à 13h. la semaine prochaine, elle va le faire à partir de quelle heure? 13h aussi. Mais tout le temps, ça va être à 13h. De 13h à 14h. لا لا 11 ونص. لا السمانة الجاية 11 ونص خير باسكو فارغة تي اي ماشي دايما هذاك الوقت. La semaine prochaine, vous n'aurez pas TAI. وي مدام. D'accord. Ok. وي مدام دارتها اليوم برك. D'accord. Ok. Je vais voir ça avec elle. Ok. Merci. ميرسي. Allez, bonne journée. Au revoir. صح.